Quand la nuit enveloppe le monde d'un doux manteau et que les soucis de la journée se dissolvent peu à peu dans le silence, vient alors le moment propice aux plus profondes réflexions. C'est un instant où nous pouvons enfin lâcher l'agitation et plonger notre regard dans les profondeurs de l'être, comme dans le miroir d'un lac paisible qui reflète le ciel étoilé. Aujourd'hui, nous entreprendrons un tel périple, non pas vers des contrées lointaines, mais vers un monde qui coexiste avec le nôtre, bien que dissimulé au regard hâtif. C'est un monde sur lequel méditait l'un des plus grands penseurs de l'Antiquité, Platon. Il nous invite à nous interroger. Tout ce que nous voyons et ressentons est-il la véritable réalité? Ou bien, peut-être, derrière le visible, existe-t-il quelque chose de plus vrai, de plus parfait? Imaginez-vous assis près d'un foyer chaleureux, où les flammes dessinent une douce danse d'ombre sur les murs, ou bien allongé sous un ciel étoilé infini, où chaque étoile scintille en racontant son histoire éternelle. En de tels moments, notre esprit s'apaise et notre cœur s'ouvre à de merveilleuses découvertes. C'est précisément dans une telle atmosphère que Platon, tel un conteur expérimenté, commençait ses récits, invitant ses auditeurs à un voyage de la pensée. Platon, qui vécut il y a de nombreux siècles dans la Grèce antique, n'était pas simplement un philosophe, il était un artiste de la pensée, un architecte du savoir. Il ne percevait pas le monde comme une simple accumulation de choses qui nous entourent, mais comme une réalité complexe, à multiples strates, où des sens profonds se cachent sous la surface. Il était persuadé que derrière chaque objet, chaque événement, chaque idée que nous percevons dans notre vie quotidienne, se tenait quelque chose de bien plus grandiose et de bien plus éternel. Essayons de fermer les yeux et d'imaginer, voici devant nous une table. Nous voyons sa forme, sa couleur, nous sentons sa texture. Elle est en bois, rectangulaire, solide. Mais cette table spécifique, celle qui se trouve devant nous, est-elle la table idéale? Est-elle parfaite dans toutes ses manifestations? Peut-être y a-t-il quelque part une petite fissure ou un pied qui vacille légèrement, ou sa couleur n'est-elle plus aussi vive qu'auparavant? Même si cette table est fabriquée avec maîtrise, avec le temps, elle vieillira, s'usera et finira par se transformer en poussière. Ou prenez par exemple un cercle. Dessinez-en un sur une feuille de papier. Peu importe vos efforts, votre cercle ne sera jamais mathématiquement parfait. Il y aura toujours une quelconque irrégularité à peine perceptible, une légère imperfection. Il en va de même pour les autres figures géométriques. Le carré, le triangle. Elles existent dans nos manuels, dans nos pensées comme des entités abstraites et parfaites. Mais dans le monde matériel, nous ne les rencontrons que rarement, sous leur forme pure et sans défaut. Ces exemples simples nous amènent à la première question fondamentale que s'est posée Platon. Si tout ce que nous voyons est imparfait et éphémère, d'où nous vient donc l'idée même de la perfection? Comment savons-nous ce qu'est un cercle idéal, une table idéale, une beauté idéale ou une justice idéale, si nous ne les avons jamais contemplés dans leur forme pure? Cette connaissance semble déjà ancrée en nous, comme si nous nous en souvenions. Platon croyait que ces modèles parfaits existent. Il les nomma les idées ou les formes. Mais où donc existent-elles? Non pas dans notre monde changeant, qui n'est qu'une ombre, un reflet de la réalité véritable. Elles existent dans leur propre monde, un monde séparé, invisible à nos yeux. Ce n'est pas un monde que nous pouvons observer avec un télescope ou un microscope. C'est un monde accessible uniquement à notre intellect, à notre âme, si celle-ci est suffisamment sereine et ouverte à la vérité. Imaginez un plan d'architecte invisible pour tout ce qui existe. Chaque chose, chaque qualité, chaque concept dans notre monde est comme un édifice bâti d'après ce plan. Mais l'édifice peut être construit avec des erreurs. Les matériaux peuvent s'user, tandis que le plan architectural, en lui-même, demeure immuable, pur et parfait. Il est le fondement premier, la source de toutes les formes et de toutes les essences. C'est précisément cet espace invisible, où existent ces modèles parfaits, éternels et immuables de tout ce qui est,
que Platon a nommé le monde des idées. Ce n'est pas un lieu au sens ordinaire du terme, ni un point géographique, ni une planète ou une galaxie. C'est une sphère particulière de l'existence, où règne la vérité absolue, la beauté absolue, la justice absolue. C'est le monde qui est la source de tout ce que nous voyons et connaissons. Maintenant que nous avons permis à cette pensée de s'installer doucement dans nos esprits, essayez d'en ressentir la profondeur. Ce n'est pas une simple conception ou une fantaisie. Pour Platon, c'était l'unique et véritable réalité, celle qui donnait un sens à tout ce que nous percevons. C'était le fondement de sa philosophie, de sa compréhension du monde et de la place de l'homme en son sein. Ce voyage dans le monde des idées ne fait que commencer. Nous allons lentement, pas à pas, nous immerger dans ce concept, lui permettant de se dévoiler à nous, telle une fleur sous les rayons du soleil matinal. Ne vous pressez pas, respirez profondément et laissez votre conscience voguer au gré de cette berceuse philosophique qui nous mène vers les profondeurs de la sagesse. De nombreuses découvertes nous attendent encore, mais le plus important est notre disposition à la réflexion, notre volonté de regarder au-delà du familier et de voir le monde avec d'autres yeux. Cette conversation nocturne ne fait que débuter, et chaque pas suivant nous révélera de nouvelles facettes de ce monde merveilleux et éternel. Nous venons d'effleurer la pensée que derrière la réalité visible pourrait se cacher quelque chose de plus grand, quelque chose de plus parfait. Maintenant, approfondissons cette idée en observant le monde qui nous entoure d'un point de vue particulier. Cette partie de notre récit est conçue pour vous guider en douceur à travers les observations qui ont mené Platon à ces grandes découvertes. Imaginez un matin, lorsque les premiers rayons du soleil touchent la cime des arbres et que la rosée brille sur l'herbe comme des diamants éparpillés. Quelle splendeur, n'est-ce pas? Cette beauté nous emplit de joie, mais est-elle éternelle? Cette rosée restera-t-elle sur l'herbe lorsque le soleil montera plus haut dans le ciel? Non. Elle disparaîtra, s'évaporera, ne laissant derrière elle qu'une terre humide. De même, la fleur qui s'est épanouie le matin peut commencer à se flétrir le soir, et en quelques jours, se dessécher complètement. Sa beauté, si vive et si éclatante, se révèle être temporaire, fugace. Cela ne s'applique pas seulement aux phénomènes naturels. Pensez à n'importe quel objet créé de la main de l'homme. Voici, par exemple, une magnifique sculpture taillée dans le marbre. Elle peut traverser les siècles, suscitant l'admiration. Mais même elle, avec le temps, subira l'influence du vent, de la pluie, du soleil. Le marbre pourra se fissurer, s'éroder, perdre son poli originel. Le temps laissera sur elle sa trace invisible, la modifiant et la détruisant progressivement. Il en va de même pour les édifices que nous voyons autour de nous. Même les plus solides nécessitent des réparations, des restaurations, et finalement, s'ils ne sont pas entretenus, ils se transformeront en ruines. Même nos connaissances, que nous accumulons avec tant de soin, ne sont pas absolument immuables. Ce qui hier semblait être une vérité peut aujourd'hui être précisé, complété, ou même entièrement transformé par de nouvelles découvertes. Les théories scientifiques évoluent, les valeurs culturelles se métamorphosent et nos convictions personnelles peuvent subir des changements au fil du temps. C'est un processus naturel, mais il indique que même dans le domaine de la pensée, nous avons constamment affaire à quelque chose qui n'est pas absolument immuable. Platon, en observant cette fugacité et cette imperfection perpétuelle du monde environnant, parvint à la conclusion que tout ce que nous percevons à l'aide de nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, n'est que temporaire et changeant. C'est le monde des phénomènes, un monde qui ne cesse de se transformer, de naître et de mourir. Il comparait ce monde à un fleuve qui n'est jamais le même deux fois. Vous y entrez, et l'eau qui vous a touché un instant plus tôt s'est déjà écoulée, remplacée par une nouvelle. Ainsi, tout dans notre monde est en perpétuel changement, s'écoule, se transforme. Ce changement constant, selon Platon, est l'essence même de notre monde matériel. Nulle chose en lui n'est absolument stable, nulle beauté n'est absolument éternelle, nulle vérité n'est absolument immuable dans l'expérience sensible. Même les êtres humains, leur corps, leurs pensées,
leurs émotions, tout cela est soumis au temps et au changement. Nous naissons, grandissons, vieillissons, et finalement, nous quittons ce monde. Nos sentiments, nos humeurs, nos désirs, tout cela oscille, apparaît et disparaît. Si tout autour de nous est si changeant et si imparfait, d'où nous vient alors la notion de perfection? Comment savons-nous ce qu'est la vraie beauté, si chaque fleur ou chaque tableau finit tôt ou tard par se faner ou se ternir? D'où tirons-nous le concept de justice idéale, si dans la vie réelle nous sommes si souvent confrontés à l'injustice? Ces questions devinrent cruciales pour Platon. Il comprit que notre connaissance de la perfection ne pouvait provenir exclusivement du monde imparfait que nous percevons. C'est un peu comme si nous voyions de nombreuses ombres différentes se mouvoir sur un mur, tout en ayant dans notre esprit une représentation claire de l'objet qui projette ces ombres. Les ombres elles-mêmes sont changeantes, floues, imparfaites, mais leur nature provient de quelque chose de stable et de défini. De la même manière, les choses de notre monde ne sont que les ombres de quelque chose de plus réel et de plus parfait. Cette imperfection et cette fugacité du monde matériel ne sont pas quelque chose de mauvais en soi. Elles constituent simplement sa nature. Mais ce sont précisément elles qui nous incitent à chercher quelque chose de plus stable, de plus fondamental, quelque chose qui se trouve à la base de tout ce que nous voyons et ressentons. C'est la quête d'un point d'appui dans un monde en mouvement perpétuel. Platon croyait que la réalité véritable ne peut être ce qui change constamment. La vérité ne peut être fluctuante. La beauté véritable ne peut se flétrir. Si le concept de parfait existe, alors sa source doit également exister, un lieu où cette perfection réside dans sa forme pure et immuable. C'est comme si nous voyions d'innombrables copies d'une même peinture, chacune ayant ses défauts, ses taches, ses couleurs passées. Mais nous savons que quelque part existe l'original, la peinture pure, parfaite, sans défaut, qui sert de modèle à toutes ces copies. Cet original, ce modèle parfait, n'est pas soumis au temps, à la destruction, au changement. Il existe indépendamment du fait que nous le voyions ou non, que nous le comprenions ou non. Il est, tout simplement. Et ce verbe « être » signifie ici une existence éternelle, immuable. Lorsque nous fermons les yeux, en méditant sur cela, laissez la pensée de la fugacité du monde vous traverser doucement. Ce n'est pas un motif de tristesse, mais plutôt une invitation à une compréhension plus profonde. Car c'est précisément la conscience de l'imperfection du monde sensible qui nous mène au seuil d'une autre dimension, plus parfaite. C'est comme le vent de la nuit qui frappe doucement à la fenêtre, nous invitant à sortir pour contempler le ciel étoilé déployé au-dessus de nous, éternel, immuable, à la différence de tout ce que nous voyons sur Terre. Alors essayez de ressentir cette idée. Tout ce que nous voyons autour de nous est magnifique, mais temporaire. Et c'est précisément cette temporalité qui nous pousse à chercher la source éternelle et immuable de tout ce qui est. Ce n'est que le premier pas de notre périple vers le monde des idées, le lieu de la perfection éternelle. Et nous nous sommes déjà un peu plus approchés de la compréhension des raisons pour lesquelles Platon croyait en son existence. Nous avons déjà réfléchi à l'infinie versatilité et à la nature éphémère de tout ce qui nous entoure, de la beauté fugace de la rosée sur l'herbe aux édifices grandioses qui s'effondrent sous le flot implacable du temps. Cette fugacité, ce renouvellement et cette disparition constante est une part indissociable de notre monde sensible. Mais c'est précisément dans cette prise de conscience que se cache la clé de la prochaine étape de nos réflexions, de l'idée qui devint centrale pour Platon, l'idée du modèle parfait. Souvenez-vous de la manière dont un enfant apprend à dessiner une maison. Au début, son dessin peut être maladroit, un toit de travers, des murs inégaux, des fenêtres de tailles différentes. Mais même dans cette représentation imparfaite, nous reconnaissons aisément une maison. Pourquoi? Parce que dans notre conscience existe une représentation claire de ce qu'est une maison. Il ne s'agit pas d'une maison concrète que nous aurions vue dans la rue, mais plutôt de son essence universelle, de sa forme idéale. Prenons un autre exemple.
Lorsque nous parlons de la justice, nous ne faisons pas référence à un acte juste particulier ou à une décision de tribunal spécifique. Nous entendons par là quelque chose de plus abstrait, quelque chose qui sous-tend tous les actes justes. Même si nous ne voyons que rarement la justice parfaite dans la vie, nous aspirons tout de même à elle, nous reconnaissons sa valeur et nous comprenons ce qu'elle est. D'où nous vient donc cette connaissance ? Platon croyait que chaque chose, chaque qualité, chaque concept dans notre monde, malgré son imperfection et sa nature changeante, aspire pour ainsi dire à son idéal. Cette aspiration est invisible, mais perceptible. Chaque cheval que nous voyons n'est qu'une manifestation concrète de l'idée générale du cheval. Ce cheval peut être vieux, malade ou jeune et fort, mais tous sont des chevaux, car ils participent à la même essence, à la même idée du cheval. Imaginez un artisan qui fabrique des chaises. Il peut créer une multitude de chaises, grandes et petites, en bois et en métal, avec ou sans dossier. Chaque chaise sera unique, aura ses particularités. Mais toutes, malgré leurs différences, sont des chaises. Et l'artisan, lorsqu'il commence son travail, a dans son esprit une image claire de la chaise qu'il veut fabriquer. Cette représentation est son modèle idéal de la chaise, son archétype ou son prototype intérieur. Même si aucune des chaises qu'il créera ne sera absolument parfaite, ce modèle idéal existe dans sa pensée comme un but, comme un point de référence. Platon a transposé cette analogie au monde entier. Il se demandait, si l'artisan qui crée des objets a dans son esprit leur modèle idéal, ne pourrait-il pas exister un modèle universel et parfait pour tout ce qui existe dans le monde ? Ne pourrait-il pas exister une idée de l'arbre qui se tient derrière chaque arbre individuel dans la forêt ? Ne pourrait-il pas exister une idée de l'humanité qui définit l'essence de chaque personne en dépit de toutes ses différences individuelles ? Ces modèles idéaux, ou comme il les nommait, les idées, du mot grec eidos, qui signifie aspect et forme, image, n'étaient pas pour Platon de simples concepts abstraits dans l'esprit humain. Il croyait qu'ils existent objectivement, indépendamment de nous, que nous pensions à eux ou non. Ils ne sont pas créés par nous, au contraire, nous les découvrons, yeux morts, nous nous en souvenons. C'est semblable à la façon dont un mathématicien découvre les vérités mathématiques. Les nombres, les figures géométriques, ils existent indépendamment du fait que quelqu'un y pense. Un cercle aura toujours 360 degrés, peu importe qui le mesure. Ces vérités sont éternelles et immuables. Platon considérait que les idées sont des entités tout aussi objectives, éternelles et immuables que les vérités mathématiques. Mais qu'elles ne concernent pas seulement la quantité et la forme, mais aussi la qualité, les valeurs, l'essence des choses. Ainsi, en cherchant une réponse à la question de la source de la perfection dans un monde d'imperfection, Platon est parvenu à la conclusion qu'il doit exister un monde séparé, invisible, où ces modèles parfaits, les idées, résident dans leur forme pure et inaltérable. Ce monde ne fait pas partie de la réalité matérielle. Il la transcende. Il est le monde primaire, et le nôtre est le monde secondaire, n'étant que son reflet. Cette quête du modèle parfait est devenue le pont entre l'observation de la fugacité de notre monde et la conscience de l'existence d'une réalité supérieure et stable. Platon n'a pas seulement supposé que de tels modèles existaient. Il considérait que ce sont précisément ces idées qui constituent la réalité véritable, et que tout ce que nous voyons autour de nous n'en est que des copies, parfois pâles, parfois déformées. C'est là que réside la distinction cruciale. Notre monde est un monde de phénomènes, tandis que le monde des idées est un monde d'essence. Les phénomènes sont temporaires, les essences sont éternelles. Les phénomènes changent, les essences sont immuables. Les phénomènes sont imparfaits, les essences sont parfaites. Et ce sont précisément ces essences, ces modèles parfaits, qui sont la source de tout ce que nous pouvons appeler réel ou vrai dans notre monde. Imaginez une boussole qui indique toujours le nord,
Peu importe dans quelle direction vous vous tournez, le nord est un point constant, un repère. De la même manière, les idées sont des repères constants, des modèles parfaits vers lesquels tendent chaque chose et chaque concept dans notre monde, même s'ils ne les atteignent jamais pleinement. Ces réflexions sur la perfection et sa source sont le fondement sur lequel Platon a bâti tout son système philosophique. Ce n'est pas une simple conception de quelque chose de meilleur, mais une conviction profonde en l'existence d'une réalité objective, éternelle et immuable qui est à la base de tout. Et c'est vers cette réalité, vers ce monde des idées, que nous poursuivons notre voyage. Nous avons déjà ressenti comment, au plus profond de notre esprit, existe une aspiration à la perfection, et comment toute chose dans notre monde sensible, bien que magnifique, est à la fois changeante et temporaire. Ces observations, ce besoin intérieur de trouver un repère immuable, ont conduit Platon à sa découverte la plus significative, le concept du monde des idées. Il ne s'agit pas d'une simple invention, mais d'une conclusion logique à laquelle Platon est parvenu en observant le monde environnant et en réfléchissant à la nature de la connaissance. Imaginez la Grèce antique, où sur l'agora, la place centrale, les gens se rassemblaient pour débattre des questions les plus importantes de la vie. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que la beauté? Chacun avait son opinion, mais Platon remarquait que ces opinions étaient souvent contradictoires, imprécises, dépendantes des circonstances. Ce qui semblait juste à l'un ne l'était pas pour l'autre. Ce qui pour quelqu'un était beau, un autre pouvait le considérer comme ordinaire. Si tous ces concepts, la justice, le bien, la beauté, n'étaient que des opinions subjectives, comment pourrions-nous même en parler? Comment pourrions-nous aspirer à eux s'il n'existait pas de critères objectifs et immuables? Platon comprit que pour que nous puissions parler de ces choses de manière sensée, il devait exister quelque chose qui soit leur véritable essence, leur modèle absolu. Ces essences véritables, ces modèles parfaits, Platon les a nommés les idées, en grec, eidos. Il est crucial de comprendre que pour Platon, les idées ne sont pas de simples pensées dans notre tête. Elles ne sont pas des abstractions que nous créons en généralisant notre expérience. Au contraire, elles existent indépendamment de notre conscience, elles sont objectives. Pensez-y de cette façon. Les vérités mathématiques existent-elles si personne n'y pense? La somme des angles d'un triangle changera-t-elle s'il ne reste plus un seul être humain sur Terre? Non. Elle sera toujours de 180 degrés. C'est parce que les vérités mathématiques ne dépendent pas de l'esprit humain, elles sont universelles et éternelles. Platon croyait que les idées sont des entités tout aussi éternelles et immuables que les lois mathématiques. Elles existent dans leur propre monde, un monde qui est primaire par rapport à notre monde matériel. Ainsi, Platon est parvenu à la pensée de l'existence de deux mondes. Le monde des choses sensibles, c'est le monde que nous percevons à l'aide de nos sens. C'est le monde des objets matériels, les arbres, les maisons, les gens, les animaux. Ce monde est changeant, imparfait et temporaire. En lui, tout naît et meurt, apparaît et disparaît. Le monde des idées, c'est un monde accessible uniquement à notre intellect, à la contemplation intellectuelle. C'est le monde des essences absolues, parfaites, éternelles et immuables. Dans ce monde existe l'idée de la beauté, l'idée de la justice, l'idée du cheval, l'idée de la table, tous les archétypes parfaits de tout ce qui est. C'est comme une scène et les ombres projetées sur elle. Notre monde est semblable à des ombres qui se meuvent sur le mur d'une caverne, tandis que le monde des idées représente les objets réels qui projettent ces ombres. Nous ne voyons que des reflets, de pâles copies, et non la réalité véritable elle-même. C'est précisément ici que naît ce concept profond. Une idée n'est pas une simple généralisation de nombreuses choses semblables. Elle est la cause première de l'existence de ces choses. Par exemple, nous voyons une multitude de beaux objets, une belle fleur, un beau tableau, une belle personne. Ils sont tous différents,
mais nous les qualifions de « beaux », parce qu'ils participent à la même et unique idée de la beauté. L'idée de la beauté en elle-même n'est ni une fleur, ni un tableau, ni une personne. Elle est la beauté pure, absolue, universelle, qui existe indépendamment de toutes ces manifestations concrètes. De ce fait, pour Platon, les idées constituent l'être véritable. Elles sont ontologiquement primaires, c'est-à-dire qu'elles existent avant et indépendamment des choses matérielles. Les choses matérielles, à leur tour, ne sont qu'ontologiquement secondaires. Elles n'existent que grâce à leur participation aux idées. Sans l'idée du cheval, il n'y aurait aucun cheval dans notre monde, car c'est l'idée du cheval qui définit l'essence même de la chevalinité. Ce concept a profondément influencé tout le développement ultérieur de la philosophie. Il expliquait pourquoi nous sommes capables de connaissances universelles, pourquoi il existe des normes morales qui transcendent nos désirs individuels, et pourquoi nous aspirons à la perfection. Platon croyait que notre esprit, notre âme, est capable de connaître le monde des idées, car elle-même est une partie de ce monde supérieur, ou du moins, y a accès. Il est important de comprendre que le monde des idées n'est pas un lieu physique que l'on pourrait atteindre à bord d'un vaisseau spatial. Ce n'est pas un espace au sens habituel du terme. C'est plutôt une sphère de l'être, une dimension de la réalité, qui est suprasensible, c'est-à-dire qui n'est pas perçue par les organes des sens. Il existe en dehors de l'espace et du temps, ce qui le rend éternel et immuable. C'est comme si vous regardiez le monde à travers une fenêtre poussiéreuse. Vous voyez des contours, des couleurs, du mouvement, mais tout est flou, déformé par la poussière et la saleté. La vitre, c'est la matière, et ce qui se trouve derrière, c'est le monde véritable. Platon considérait que nos corps, nos sens, sont comme cette fenêtre poussiéreuse à travers laquelle nous ne voyons que les reflets déformés du vrai. La naissance de ce concept fut une véritable révolution dans la pensée. Platon, tel un grand architecte, a construit une architecture grandiose de l'être, où chaque élément, de la plus petite chose à la plus haute vérité, trouve sa place. Et au centre de cette architecture se trouve l'immuable, l'éternel, le parfait monde des idées, qui est la source de tout ce qui est vrai, bon et beau. Lorsque nous laissons ces pensées emplir doucement notre esprit, nous commençons à voir le monde non plus comme une simple accumulation de phénomènes aléatoires, mais comme quelque chose qui possède un sens profond et une harmonie intérieure, malgré sa fugacité extérieure. Ce concept offre un sentiment d'ordre et de permanence dans un monde en perpétuel changement, tel un phare qui indique le chemin au milieu d'une mer agitée. Nous nous sommes plongés dans la réflexion sur la manière dont Platon est parvenu à l'idée de l'existence de modèles parfaits, qu'il a nommés les idées, et sur le fait que ces idées forment un monde séparé et supérieur. Le moment est maintenant venu de répondre à la question qui, peut-être, a déjà germé dans votre esprit. Où donc se trouve ce monde des idées? Pouvons-nous l'atteindre, comme on aborde des îles lointaines, ou l'apercevoir à travers un puissant télescope? La réponse de Platon à cette question peut sembler surprenante, mais elle est la clé de la compréhension de toute sa philosophie. Le monde des idées ne se trouve nulle part dans l'espace physique. Ce n'est pas un lieu que l'on peut marquer sur une carte, vers lequel on peut tracer un itinéraire, ou que l'on peut atteindre en vaisseau spatial. Il n'est situé ni au-dessus des nuages, ni derrière le Soleil, ni sur une lointaine planète. Pour Platon, le monde des idées est suprasensible. Cela signifie qu'il n'est pas perçu par les organes des sens, ni par les yeux, ni par les oreilles, ni par le toucher. Il n'a ni forme, ni couleur, ni température, ni poids. Ces catégories appartiennent à notre monde matériel, un monde en perpétuel changement. Au lieu de cela, le monde des idées existe en dehors de l'espace et du temps. Imaginez une pensée. Où se trouve votre pensée d'une maison, ou de la justice? Elle n'occupe pas de place dans votre tête comme un objet physique. Elle n'a ni longueur, ni largeur, ni hauteur. Elle existe, mais elle n'a pas de coordonnées spatiales. De la même manière, pour Platon, les idées existent, mais leur existence n'est pas spatiale.
C'est plutôt une sphère de l'être, une dimension de la réalité qui transcende notre monde physique habituel. C'est semblable à la manière dont existent les lois mathématiques. La loi de la gravitation universelle existe. Elle agit partout dans l'univers. Mais pouvons-nous pointer du doigt l'endroit où se trouve cette loi elle-même? Non. La loi n'est pas un objet physique. C'est un principe universel qui régit le mouvement des étoiles et la chute d'une pomme. Elle existe, mais pas dans l'espace. De même, les idées sont des principes universels, des essences qui sont la cause première de toute chose, mais elles n'occupent elles-mêmes aucun espace. Platon a utilisé l'expression toponoétos en grec, que l'on peut traduire par lieu intelligible ou lieu saisissable par l'intellect. Ce n'est pas un endroit où l'on peut se rendre, mais une sphère accessible uniquement à la raison pure, à la contemplation intellectuelle. C'est seulement à travers de profondes réflexions, à travers la compréhension philosophique, que notre âme peut s'élever jusqu'à cette dimension et contempler les idées. Considérons cela sous un autre angle. Lorsque nous parlons de la vérité, a-t-elle un emplacement physique? Non. La vérité n'occupe pas d'espace. Elle est universelle, immuable, objective. Si un théorème mathématique est vrai, il est vrai partout et toujours, indépendamment de l'endroit où nous nous trouvons. De même, l'idée de la beauté est la beauté absolue, qui existe indépendamment du fait que nous voyions ou non ces manifestations dans le monde, et ne dépend pas du point de l'espace où nous nous situons. Ce concept distingue le monde des idées de toutes les représentations religieuses d'un paradis ou d'un au-delà, qui ont souvent une dimension spatiale, par exemple les cieux au-dessus de nous. Le monde des idées platoniciens n'est pas un lieu pour les âmes après la mort, bien que l'âme y ait accès, mais une réalité métaphysique qui est le fondement de tout ce qui existe. Pourquoi Platon insistait-il donc sur l'existence non spatiale des idées? Parce que si les idées existaient dans l'espace, elles tomberaient automatiquement sous l'influence du temps et du changement. Tout ce qui existe dans l'espace est sujet à la décomposition, au déplacement, à la transformation. Mais les idées, selon Platon, sont absolument immuables et éternelles. Pour être telles, elles doivent exister en dehors des conditions qui provoquent le changement, c'est-à-dire en dehors de l'espace et du temps. C'est comme une source de lumière qui éclaire le monde. La lumière est partout, mais la source de lumière elle-même ne se trouve pas nécessairement en chaque point éclairé. Elle est ce qui donne la lumière, mais en soi, elle n'est pas un objet spatial au même titre que la chose qu'elle éclaire. Les idées sont les causes premières, les essences qui confèrent l'être et le sens aux choses matérielles, mais elles-mêmes existent à un autre niveau d'existence, un niveau supérieur. Ainsi, lorsque nous parlons du monde des idées comme d'un lieu, nous n'utilisons ce mot que comme une métaphore. Ce lieu est plutôt une sphère de l'être idéal, qui se trouve au-delà de notre perception ordinaire. La question n'est pas où, mais ce que c'est et comment cela existe. Cette prise de conscience nous aide à mieux comprendre pourquoi Platon accordait une si grande importance à la raison et à la connaissance philosophique. C'est seulement par l'intellect, par notre capacité à penser de manière abstraite, logique, en surmontant les limites de l'expérience sensible, que nous pouvons nous approcher de ce monde des idées. Nos yeux ne voient que les ombres, mais notre esprit est capable de saisir les archétypes originels, les causes premières de ces ombres. Quand vous fermez les yeux, en réfléchissant à cela, imaginez non pas un vide, mais un espace infini rempli d'essence pure, invisible, mais perceptible par l'intellect. C'est un monde où existe la perfection et l'harmonie, qui est la source de toutes les formes et de toutes les idées dans notre propre monde changeant. Ce monde n'a pas de frontières physiques, il est universel et présent partout où se trouve la vérité et l'être. C'est le monde vers lequel notre âme, tel un voyageur éternel, aspire toujours à retourner pour saisir sa propre essence, et la source de tout ce qui existe. Nous avons déjà compris que le monde des idées n'est pas un lieu physique, qu'on ne peut ni le toucher ni le voir avec les yeux. C'est une sphère accessible uniquement à notre intellect, où existent les idées,
ces mêmes modèles parfaits sur lesquels Platon a médité. Examinons maintenant plus en détail ce que sont ces idées et pourquoi Platon leur accordait une importance si extraordinaire. Imaginez l'artisan le plus talentueux qui ait jamais existé. Il crée des choses magnifiques, mais même ses œuvres vieillissent avec le temps, se brisent, s'usent. Maintenant, imaginez qu'il existe un archétype idéal pour chaque chose. Pas seulement un plan, mais l'essence même, la perfection même de cette chose, existant en dehors du temps et de l'espace. Voilà ce qu'est l'idée platonicienne. Pour Platon, les idées sont des archétypes. Cela signifie qu'elles sont les originaux, et que toutes les choses de notre monde matériel ne sont que leur copie ou leur reflet. Chaque fleur que nous voyons n'est qu'une pâle copie de l'idée de la fleur. Chaque bonne action n'est qu'une incarnation partielle de l'idée du bien. N'importe quelle chaise n'est qu'une imitation imparfaite de l'idée de la chaise. Ces archétypes possèdent plusieurs caractéristiques clés qui les rendent si importants dans la philosophie de Platon. Premièrement, les idées sont parfaites. Elles n'ont aucun défaut, aucune imperfection. Si notre monde est rempli d'imperfections, le monde des idées, au contraire, est le royaume de la perfection absolue. L'idée de la beauté n'est pas simplement très belle, mais la beauté absolue, pure, qui ne saurait être plus belle. L'idée de la justice est la justice absolue, non obscurcie par des compromis ou des circonstances. Chaque idée est le sommet de sa propre essence. Deuxièmement, les idées sont immuables. Dans notre monde, tout s'écoule et tout change. Les gens vieillissent, les rivières modifient leur cours, les connaissances se renouvellent. Mais une idée, par exemple, l'idée du cercle, reste toujours la même. Elle ne peut pas devenir un peu moins un cercle ou plus un cercle. Elle est parfaite et immuable dans son essence, peu importe combien de cercles nous dessinons ou combien de fois nous y pensons. Cette immuabilité leur confère une éternité et une fiabilité si désirables dans un monde où tout est sujet au changement. Troisièmement, les idées sont éternelles, elles n'apparaissent ni ne disparaissent, elles n'ont ni commencement ni fin. Elles ont toujours existé et existeront pour l'éternité. Si notre monde est temporaire, naissant et mourant, le monde des idées est un être intemporel, éternel. C'est comme la lumière d'une étoile ancienne, qui a voyagé des millions d'années pour nous atteindre. L'étoile elle-même peut s'éteindre, mais sa lumière, son existence passée, demeure une partie de l'éternel. Quatrièmement, les idées sont uniques. Bien qu'il existe dans notre monde une multitude d'arbres, de chats, de personnes, il n'existe qu'une seule idée de l'arbre, une seule idée du chat, une seule idée de l'homme. C'est précisément cette unité qui nous permet de regrouper les objets, de leur donner des noms et de comprendre leur nature commune. L'idée est universelle, elle est commune à toutes les manifestations concrètes de son espèce. Platon croyait que ce sont précisément ces idées qui constituent l'être véritable, en grec, ontosan. Elles n'existent pas simplement, elles sont au sens le plus profond du terme. Elles sont les causes premières et le fondement de tout ce que nous voyons. Notre monde, le monde des choses sensibles, n'est qu'une copie de cet être véritable. C'est comme un reflet dans une eau trouble. Nous voyons une image, mais elle est floue et déformée par rapport à l'original. Comment notre monde est-il donc lié au monde des idées? Platon utilisait le terme de participation ou d'imitation, mimésis. Les choses de notre monde participent aux idées ou les imitent. Par exemple, une chaise concrète est une chaise parce qu'elle participe à l'idée de la chaise. Elle n'est pas l'idée elle-même, mais elle la reflète, elle aspire à lui ressembler. Imaginez un architecte invisible qui tient dans ses mains le plan parfait d'une maison. D'après ce plan, des milliers de maisons sont construites dans différentes villes. Mais aucune n'est une répétition exacte. Chacune a ses particularités et ses défauts. Mais toutes sont des maisons précisément parce qu'elles ont été créées selon les principes de ce plan idéal. Le plan lui-même, c'est l'idée de la maison.
Il est invisible, éternel, immuable et parfait. C'est par ces idées que Platon expliquait la possibilité de la connaissance. S'il n'existait que notre monde changeant, alors notre connaissance serait également fluctuante et peu fiable. Mais grâce à l'existence des idées éternelles et immuables, notre connaissance peut être vraie et objective. Lorsque nous connaissons l'essence des choses, nous ne faisons pas que généraliser notre expérience sensible. Nous nous souvenons, anamnèse, selon Platon, de ce que notre âme a vu dans le monde des idées, avant sa naissance, dans le monde matériel. Cette idée que la vraie connaissance n'est pas simplement une information, mais la contemplation d'essence éternelle, fait de la philosophie non pas un simple exercice intellectuel, mais un profond chemin spirituel. C'est l'aspiration de l'âme vers sa source originelle, vers l'être véritable. Ressentez cette idée. Tout ce qui nous entoure n'est que le reflet de quelque chose de bien plus grand, de plus parfait, de plus éternel. Cela procure un sentiment d'ordre profond et d'harmonie dans l'univers. Même lorsque notre monde semble chaotique et imprévisible, il existe un fondement invisible qui lui donne un sens et une forme. Ce fondement, c'est le monde des idées, le lieu de la perfection éternelle. Nous nous sommes déjà profondément immergés dans la compréhension des idées en tant qu'archétypes, des essences parfaites, éternelles et immuables qui existent dans leur propre monde suprasensible. Nous avons pris conscience que chaque chose dans notre monde matériel n'est qu'un reflet ou une copie de l'idée correspondante. Cependant, imaginer le monde des idées comme une multitude de perfections disparates et isolées serait une vision incomplète. Platon croyait que ces idées n'existent pas de manière chaotique, mais forment une hiérarchie complexe et harmonieuse, où chaque idée occupe sa place définie et où toutes sont subordonnées à l'idée la plus haute. Imaginez un organisme immense et majestueux, ou une bibliothèque universelle, où les savoirs sont ordonnés selon des principes précis, des plus petits détails concrets aux concepts les plus larges et universels. Ou bien, imaginez un grand royaume harmonieux, où chaque habitant a sa fonction, et où tous obéissent à un souverain unique et sage. C'est ainsi que Platon voyait le monde des idées, comme un système ordonné, où les idées sont interconnectées et subordonnées les unes aux autres. Aux échelons inférieurs de cette hiérarchie se trouvent les idées de choses ou de propriétés concrètes. Celles-ci peuvent être l'idée de la table, le modèle parfait de la table, qui fait de chaque table concrète une table. L'idée de l'arbre, l'essence universelle de l'arbre, qui est à la base de chaque chêne, bouleau ou érable. L'idée du rouge, la rougeur pure, absolue, qui confère la couleur rouge à tous les objets rouges de notre monde. Ces idées, bien que parfaites en elles-mêmes, sont relativement simples, en ce sens qu'elles décrivent des entités plus spécifiques. En montant les degrés de la hiérarchie, nous rencontrons les idées de concepts ou de relations plus généraux. Par exemple, l'idée de la beauté n'est pas simplement la beauté d'un seul objet, mais la beauté universelle qui se manifeste aussi bien dans une fleur que dans une bonne action ou une formule mathématique. Elle unifie et donne un sens à toutes les manifestations particulières de la beauté. De même, l'idée de la justice englobe tous les actes, lois et sociétés justes. Ces idées supérieures sont plus englobantes. Elles semblent inclure en elles les idées inférieures, leur donnant un contexte et une signification. Par exemple, pour être une table doit d'abord être une table, c'est-à-dire participer à l'idée de la table. La beauté est donc une caractéristique supérieure qui peut s'appliquer à différents types de choses. Au sommet de cette hiérarchie grandiose, qui illumine tout et donne un sens à tout, Platon a placé l'idée du bien. Ce n'est pas simplement l'une des idées, c'est l'idée au-dessus des idées. Elle est la cause première et la fin ultime de tout ce qui existe. Pourquoi l'idée du bien est-elle la plus haute ? Platon l'expliquait en utilisant l'analogie du soleil que nous avons déjà mentionnée. Le soleil dans notre monde ne fait pas qu'éclairer les objets pour les rendre visibles. Il est aussi la source de la vie, de la croissance et de l'être. Sans la lumière du soleil, il n'y aurait pas de plantes, et sans elle, pas de vie.
De même, pour l'idée du bien. Elle est la source de l'être pour toutes les autres idées. Cela signifie que toutes les idées existent, et sont ce qu'elles sont précisément grâce à l'idée du bien. Elle est leur support métaphysique. Elle est la source de la vérité et de la connaissance. De la même manière que le soleil permet aux yeux de voir, l'idée du bien donne à l'intellect la capacité de connaître les idées et de saisir la vérité. Elle confère clarté et intelligibilité à tout ce qui est vrai. Elle est la fin ultime de toutes les aspirations. Tout ce qui existe aspire à la perfection et au bien, et cette aspiration est en fin de compte dirigée vers l'idée du bien. C'est comme un aimant qui attire à lui toutes les particules, les mettant en ordre. Ainsi, l'idée du bien n'est pas seulement l'une des idées, mais plutôt ce qui donne aux idées leur signification et leur existence. Elle se présente comme le principe universel d'ordre, d'harmonie et de perfection. Cette hiérarchie a une importance capitale pour la compréhension de Platon. Elle montre que le monde, même le monde des idées, n'est pas un amoncellement chaotique d'éléments. Il est un système ordonné, où tout est interdépendant et a sa cause et sa fin. Cela confère à l'univers un sens profond et une rationalité. Pour l'être humain, cette hiérarchie signifie que le chemin vers la connaissance véritable est une ascension graduelle, de la connaissance des choses sensibles particulières, en passant par la saisie des idées concrètes, jusqu'à la compréhension des idées universelles, et enfin à la contemplation de la suprême idée du bien. Ce n'est pas une simple accumulation d'informations, mais l'ascension de l'âme vers des niveaux supérieurs de l'être, vers la source de la lumière et de la vérité. Imaginez une pyramide de la connaissance. À sa base se trouvent les choses sensibles concrètes que nous voyons. Au-dessus d'elle, les idées des différents types de choses. Encore plus haut, les idées des concepts généraux, tels que la beauté ou la justice. Et tout au sommet, l'éclatante et universelle idée du bien, qui illumine toute la pyramide. Plus nous montons, plus notre horizon s'élargit, plus nous comprenons profondément les interconnexions et les principes fondamentaux. Cette hiérarchie explique aussi pourquoi les philosophes, selon Platon, doivent être les gouvernants de l'état idéal. Seuls ceux qui ont accompli cette ascension, qui ont saisi l'idée du bien, peuvent voir la véritable image du monde, comprendre ce qu'est le bien authentique pour la société, et la diriger conformément aux principes universels d'harmonie et de justice. Lorsque nous fermons les yeux en méditant sur cette hiérarchie, nous pouvons ressentir l'immense et harmonieuse structure de l'univers. Il n'y a rien de fortuit ou de dénué de sens. Chaque chose, chaque qualité, chaque idée a sa place et sa signification dans ce système grandiose et invisible. Et au-dessus de tout cela règne la lumière éternelle et parfaite de l'idée du bien, qui éclaire le chemin vers la vérité et l'harmonie. Nous avons déjà gravi les marches de la hiérarchie platonicienne des idées, des formes concrètes aux essences plus générales telles que la beauté et la justice. Nous nous tenons maintenant au seuil de la plus haute de toutes les idées, l'idée du bien. Ce n'est pas simplement une idée parmi d'autres, mais son sommet rayonnant, qui illumine et donne un sens à tout le monde des idées, et à travers lui, à tout notre être. Imaginez une journée ensoleillée. Chaque matin, le soleil s'élève au-dessus de l'horizon, et sa lumière dissipe les ténèbres de la nuit. Grâce au soleil, nous voyons les couleurs, les formes, le mouvement. Il donne la vie aux plantes, réchauffe la terre, permet à tout ce qui est vivant de croître et de prospérer. Le soleil ne fait pas simplement partie du monde, il est ce qui rend le monde visible, vivant et compréhensible. Sans le soleil, le monde serait plongé dans l'obscurité, sans vie et sans forme. Platon a utilisé cette analogie avec le soleil pour expliquer le rôle de l'idée du bien. Pour lui, l'idée du bien remplit dans le monde des idées la même fonction que le soleil remplit dans le monde visible. Elle n'est pas une des idées, mais plutôt ce qui surpasse toutes les autres idées par sa grandeur, sa puissance et son importance. Elle est la cause de l'existence et de la connaissance de toutes les autres idées. Approfondissons cette compréhension. Premièrement, l'idée du bien est la source de l'être de toutes les autres idées. Cela peut sembler paradoxal.
Comment une idée peut-elle être la source de l'être pour d'autres idées, si tout existe déjà dans le monde des idées? Le fait est que pour Platon, être signifie être parfait, vrai et avoir une certaine essence. L'idée du bien confère à toutes les autres idées leur perfection et la possibilité d'être précisément les essences qu'elles sont. C'est comme une source d'énergie qui alimente un immense système complexe. Chaque partie du système remplit sa fonction, mais tout cela n'est possible que grâce à cette unique source d'énergie. L'idée de la beauté est la beauté, l'idée de la justice est la justice parce qu'elle participe à la bonté de l'idée du bien. Elles ne sont pas simplement, elles sont bonnes dans leur essence. Deuxièmement, l'idée du bien est la source de la vérité et de la connaissance. De la même manière que la lumière du soleil permet à nos yeux de voir les choses, la lumière de l'idée du bien permet à notre intellect de connaître les idées et de saisir la vérité. Sans cette lumière, l'intellect serait plongé dans les ténèbres de l'ignorance, incapable de distinguer les essences et de comprendre leur nature. Lorsque nous saisissons une vérité, cela ne se produit pas par la seule force de notre esprit, mais parce que la vérité, illuminée par l'idée du bien, se donne à connaître. Elle confère clarté, intelligibilité et conviction à tout ce qui est vrai. Elle est cette lumière intérieure qui dissipe les doutes et nous guide vers une compréhension claire. Troisièmement, l'idée du bien est la fin ultime et l'aspiration de tout ce qui existe. Tout dans le monde tend vers son bien, vers sa perfection. Les plantes s'étirent vers la lumière, les animaux cherchent de la nourriture pour survivre, les humains aspirent au bonheur, à la connaissance, à la justice. Toutes ces aspirations, bien qu'elles se manifestent différemment, sont en fin de compte dirigées vers l'idée du bien. Elle est ce bien absolu qui est le but final de tout. C'est comme un aimant qui attire à lui tout ce qui aspire à la perfection. Même lorsque nous commettons ce qui semble être le mal, nous le faisons en croyant, souvent à tort, que cela nous apportera un certain bien. Cela montre que l'aspiration au bien est profonde et universelle. Quatrièmement, l'idée du bien est la source de la morale et de l'éthique. S'il existe un bien absolu, c'est lui qui sert de critère à tous les actes moraux. Il ne s'agit pas de simples conventions humaines ou de coutumes culturelles. C'est une norme universelle et objective vers laquelle nous devons tendre. Lorsque nous agissons avec justice, courage, sagesse, nous reflétons en quelque sorte la lumière de l'idée du bien dans nos actions. Pour Platon, le véritable bonheur de l'homme consiste précisément à vivre conformément à ses principes supérieurs, en harmonisant son âme avec l'harmonie du cosmos, qui est le reflet de l'idée du bien. C'est précisément pour cette raison que Platon considérait que le but suprême du philosophe est la connaissance de l'idée du bien. Cette connaissance n'est pas un simple acte intellectuel, c'est une profonde illumination spirituelle qui transforme la personne tout entière. Seul celui qui a saisi l'idée du bien peut véritablement comprendre la vérité, voir la nature réelle de la justice et de la beauté, et vivre selon les principes les plus élevés. Une telle personne devient sage, car elle voit le monde sous sa vraie lumière, et non plus seulement dans les ombres. Platon a dépeint métaphoriquement ce chemin dans sa célèbre allégorie de la caverne, dont nous parlerons plus tard. Les prisonniers ne voient que des ombres sur le mur, mais le philosophe est celui qui sort de la caverne à la lumière du soleil, lequel symbolise l'idée du bien. Cette lumière ne lui donne pas seulement la vue, mais lui permet aussi de voir le monde tel qu'il est vraiment. Le retour dans la caverne représente le désir du philosophe de partager cette lumière avec les autres, de les aider à sortir des ténèbres de l'ignorance. En réfléchissant à l'idée du bien comme sommet du monde des idées, nous pouvons ressentir le sens profond et l'harmonie de tout l'être. Ce n'est pas un monde chaotique et fortuit, mais un univers imprégné d'ordre, de finalité et de bonté. L'idée du bien est ce centre invisible vers lequel tout converge, cette lumière éternelle et immuable, qui dissipe toute obscurité. Elle procure un sentiment de profonde stabilité et d'espérance, en montrant que derrière toute la fugacité et l'imperfection de notre monde se cache une perfection absolue et immuable.
C'est la source non seulement de la connaissance, mais aussi d'un repère moral qui nous donne la possibilité de vivre une vie pleine de sens et de droiture. Nous nous sommes déjà élevés jusqu'au sommet de la pensée platonicienne, saisissant la grandeur de l'idée du bien comme source suprême de l'être, de la vérité et de l'harmonie. Maintenant que nous comprenons la nature du monde des idées, sa perfection, son immuabilité et son éternité, une question se pose logiquement. Comment ce monde supérieur et invisible est-il lié au nôtre, le monde sensible dans lequel nous vivons chaque jour? Comment notre monde, rempli de changements, d'imperfections et de fugacité, dépend-il de cette réalité absolue et éternelle? Platon nous offre une explication profonde, qui est centrale pour la compréhension de sa philosophie. Il affirmait que notre monde matériel, tout ce que nous voyons, entendons, touchons, n'est qu'une ombre, un reflet ou une copie du monde des idées. Il n'est pas autonome, mais n'existe que grâce à sa participation aux archétypes supérieurs et parfaits. Imaginez l'atelier d'un sculpteur. L'artisan prend de l'argile et façonne une magnifique figure. Cette figure peut être très semblable à ce qu'il avait conçu, mais elle ne sera jamais identique à son idée dans son esprit. L'argile peut ne pas être parfaite, la main de l'artisan peut trembler, ou le temps peut affecter sa création. L'idée même de la sculpture, son image parfaite dans la conscience de l'artisan, est immuable. La sculpture matérielle dépend de cette idée, car c'est l'idée qui lui donne sa forme et son sens. Sans le dessin de l'artisan, l'argile resterait simplement de l'argile informe. Il en va de même pour notre monde. Chaque arbre dans la forêt est un arbre parce qu'il participe à l'idée de l'arbre. Chaque être humain est un être humain parce qu'il participe à l'idée de l'homme. Chaque acte juste est juste parce qu'il imite l'idée de la justice. Les objets et les phénomènes matériels ne peuvent exister sans les idées correspondantes, car ce sont précisément les idées qui leur confèrent leur essence et leur forme. Cette dépendance se manifeste sous plusieurs aspects clés. La dépendance dans l'être, dépendance ontologique. Les choses de notre monde existent parce qu'elles sont des reflets des idées. S'il n'existait pas, par exemple, d'idée de la table, nous ne pourrions créer aucune table, car nous n'aurions aucune conception de son essence. Une table existe en tant que table, uniquement parce qu'elle reflète le modèle parfait de la tabléité, qui se trouve dans le monde des idées. Cela ne signifie pas que les idées créent les choses matérielles au sens direct. Les idées sont plutôt les causes premières, qui donnent forme et possibilité d'existence à la matière. La matière en elle-même est informe et indéterminée, et ce n'est que par la participation aux idées qu'elle acquiert des formes et des propriétés concrètes. La dépendance dans la connaissance, dépendance gnoséologique, nous ne pouvons connaître les choses de notre monde que parce que les idées s'y reflètent. Quand nous disons que ce cheval est beau, nous le faisons parce qu'en lui se trouve une lueur de l'idée de la beauté. Quand nous comprenons qu'un acte est juste, nous utilisons notre connaissance innée et latente de l'idée de la justice. Notre compréhension du monde, nos concepts et nos catégories, ne proviennent pas seulement de l'expérience sensible, mais du fait que notre âme est capable de se ressouvenir des idées qui sont incarnées dans les choses. Sans ces archétypes, notre monde serait un ensemble chaotique et inintelligible de sensations. La dépendance dans la valeur, dépendance axiologique, la valeur et la perfection de toute chose dans notre monde sont déterminées par la manière plus ou moins complète et exacte dont elle reflète son idée correspondante. Plus une chaise concrète se rapproche de l'idée de la chaise, meilleure elle est en tant que chaise. Plus une personne correspond à l'idée de l'homme, c'est-à-dire est rationnelle, juste, vertueuse, plus elle est une personnalité accomplie. L'idée du bien, comme nous le savons déjà, est la plus haute, et sert de mesure à toutes les valeurs. Tout ce qui est bon dans notre monde l'est en vertu de sa participation à l'idée du bien. Platon a utilisé une série de métaphores pour expliquer cette dépendance. L'ombre est l'objet, notre monde n'est que l'ombre de la réalité véritable, qui est le monde des idées.
L'ombre n'existe pas sans l'objet qui la projette. Le reflet est l'original. Les choses de notre monde sont comme des reflets dans un miroir ou dans l'eau. Le reflet n'a pas d'être propre. Il ne fait que refléter l'original. La copie est le modèle. Chaque chose est une copie d'un modèle parfait qui se trouve dans le monde des idées. La copie sera toujours moins parfaite que l'original. Cette dépendance signifie que notre monde, malgré toute sa fugacité et son imperfection, n'est pas dénué de sens. Il a un sens et un ordre, car il est le reflet d'un ordre supérieur. C'est comme si nous ne voyions que les vagues à la surface de l'océan, sans prendre conscience des immenses courants profonds qui les animent. Les idées sont ces courants profonds qui façonnent et donnent un sens à tous les phénomènes de surface. Pour Platon, cette compréhension avait une importance capitale. Elle donnait une réponse à la question de la source de la connaissance, de la morale et de la beauté. Elle expliquait pourquoi, malgré la diversité et le chaos du monde sensible, nous pouvons tout de même dégager des concepts généraux, aspirer à la vérité, et trouver un sens. Cela est devenu le fondement de son éthique, de sa politique et de sa théorie de la connaissance. Lorsque nous laissons ces réflexions emplir notre conscience, nous commençons à voir notre monde non plus comme une simple collection de choses disparates et fortuites. Nous y voyons l'écho de la perfection, les lueurs de l'éternité. Chaque chose que nous contemplons peut devenir une sorte de fenêtre sur le monde des idées, un rappel que derrière le visible se cachent des essences profondes. C'est comme observer le scintillement des étoiles dans le ciel nocturne, et comprendre que chacune d'elles n'est qu'un lointain mais réel flux de lumière, provenant d'immenses et parfaits corps célestes. Une telle compréhension n'apporte pas seulement une satisfaction intellectuelle, mais aussi une paix profonde. Si notre monde dépend de quelque chose d'éternel et de parfait, alors nous aussi, en tant que partie de ce monde, avons un lien avec cette perfection. Cela aide à trouver un sens à notre propre existence et à voir la beauté même dans les plus petites manifestations de la vie. Nous avons déjà compris que notre monde matériel, empli de fugacité et d'imperfection, n'est qu'un reflet, une copie ou une ombre du monde éternel et parfait des idées. Cette dépendance donne un sens et un ordre à tout ce qui existe, en indiquant un archétype supérieur et invisible. Nous abordons maintenant l'un des concepts les plus touchants et les plus profonds de Platon, celui qui explique comment nous, en tant qu'êtres humains, pouvons avoir une notion de cette perfection. Le lien de l'âme avec le monde des idées. Imaginez que vous ayez oublié quelque chose de très important, sans savoir exactement de quoi il s'agit. Pourtant, en voyant un certain objet, en entendant une mélodie familière ou en sentant une odeur particulière, vous avez soudain le sentiment d'avoir déjà rencontré cela, que cela éveille en vous une mémoire cachée. Vous commencez à chercher, vous essayez de vous souvenir, et peu à peu, les détails émergent des profondeurs de votre conscience. Platon croyait que notre âme possède une faculté similaire, mais bien plus profonde. Pour lui, l'âme n'est pas simplement le souffle ou la force vitale. C'est une essence immatérielle et immortelle, qui constitue le véritable noyau de notre être. Elle se distingue du corps, qui est mortel, matériel et temporaire, et qui n'est qu'un réceptacle passager pour l'âme dans notre monde. Platon affirmait qu'avant de naître dans un corps matériel, notre âme existait déjà. Elle séjournait dans le monde des idées, dans ce même royaume parfait, éternel et immuable. Là, l'âme ne faisait pas qu'exister, elle contemplait directement les idées. Elle voyait l'idée de la beauté dans sa forme pure, l'idée de la justice sans aucun mélange, l'idée du bien dans son éclat suprême. C'était son état naturel, un état de pure connaissance et d'harmonie. Cependant, lorsque l'âme s'incarne dans un corps et naît dans notre monde, elle semble oublier son existence passée dans le monde des idées. C'est un peu comme une personne qui, se réveillant d'un profond sommeil, ne peut se souvenir immédiatement de son rêve. Le monde sensible, son bruit et son agitation, les passions du corps, tout cela obscurcit la vision directe des idées. Mais cet oubli n'est pas absolu.
La connaissance des idées ne disparaît pas complètement. Elle demeure dans les profondeurs de l'âme, comme une mémoire latente, comme un potentiel endormi. C'est précisément cette mémoire cachée qui est le fondement de la théorie platonicienne de l'anamnèse, ou la réminiscence. Lorsque, dans notre monde, nous rencontrons des objets ou des concepts qui sont les reflets des idées, notre âme semble les reconnaître. Par exemple, en voyant une belle fleur, notre âme ressent que cette beauté est l'écho de quelque chose de plus grand, de plus parfait, quelque chose qu'elle a jadis contemplé. Cela éveille en elle une nostalgie, une aspiration à la perfection, et l'incite à se ressouvenir de la véritable idée de la beauté. Pensez-y de cette façon. Un mathématicien qui étudie la géométrie peut ne jamais voir de cercle parfait, mais il en comprend les propriétés, la forme idéale. D'où vient cette compréhension? Platon dirait que c'est parce que son âme se ressouvient de l'idée du cercle, qu'elle connaissait déjà avant sa naissance. Lorsque nous réfléchissons à la justice, au bien ou à la vérité, nous utilisons des concepts qu'il est impossible de déduire entièrement de notre expérience sensible, car celle-ci est toujours changeante et imparfaite. Ces concepts sont l'écho des idées que notre âme se remémore. Ce lien de l'âme avec le monde des idées explique pourquoi, malgré toutes les limites de notre monde sensible, nous avons une aspiration intérieure à la perfection, à la vérité, au bien. Cette aspiration n'est pas fortuite. C'est la voix de notre âme, nostalgique de sa demeure originelle, de ce monde d'où elle provient. Elle aspire à retourner à un état de pure connaissance, à la contemplation des idées. C'est pourquoi Platon considérait la philosophie comme l'activité la plus importante pour l'homme. La philosophie n'est pas une simple réflexion abstraite, c'est un chemin de purification de l'âme, sa préparation au retour vers le monde des idées. Par la dialectique, par la pensée rationnelle, par l'aspiration à la sagesse, l'âme se libère progressivement des illusions du monde sensible, du fardeau des passions corporelles, et commence à se souvenir de ce qui est vrai. C'est comme nettoyer la fenêtre à travers laquelle l'âme regarde le monde, afin de voir ses contours véritables, et non plus seulement des ombres floues. L'immortalité de l'âme est également un aspect essentiel de ce lien. Après la mort du corps, l'âme ne disparaît pas, mais retourne au monde des idées, ou bien transmigre vers une nouvelle incarnation, selon sa vertu et son aspiration à la connaissance. Cela donnait à Platon une base solide pour ses enseignements éthiques. Vivre vertueusement, aspirer à la vérité et à la sagesse, ce n'est pas simplement vivre correctement, c'est vivre en harmonie avec la nature véritable de notre âme, en la préparant à retourner à sa demeure éternelle. Ainsi, lorsque nous fermons les yeux, en méditant sur notre âme, nous pouvons l'imaginer non pas comme quelque chose d'éphémère, mais comme un voyageur éternel, qui possède une mémoire profonde et cachée d'un monde de perfection. Elle est cette part de nous qui est capable de transcender le quotidien, de surmonter les limites du monde matériel, et, par la raison et la réflexion, de s'approcher des idées éternelles. Notre âme est notre boussole intérieure, qui pointe toujours vers le véritable nord, vers la source de la vérité, du bien et de la beauté. Elle est ce qui nous relie à l'ordre supérieur de l'être, faisant de nous non pas de simples parties du monde matériel, mais des citoyens de deux mondes, le monde de la matière et le monde des idées. Cela nous procure un sentiment profond de sens et de destinée, la conscience que notre existence ne se limite pas à la seule vie terrestre, mais est liée à une réalité éternelle et parfaite. Nous avons déjà évoqué le fait que notre âme est ce pont immortel qui nous relie au monde des idées, et que dans ses profondeurs sont conservés les souvenirs latents de la perfection qu'elle a jadis contemplée. C'est précisément cette connaissance intérieure, cet écho de l'éternité, qui est la force motrice de la plus profonde aspiration humaine, l'aspiration à la connaissance. Pour Platon, la connaissance n'était pas une simple collecte d'informations ou une accumulation de faits. C'était un chemin menant l'âme à sa véritable destinée, à son retour dans le monde des idées. Imaginez que vous soyez perdu dans un épais brouillard. Vous ne voyez que les contours flous du monde environnant. Vous entendez des sons assourdis.
Vous savez que quelque part à proximité se trouve un espace ensoleillé, des formes d'objets clairs, mais le brouillard les dissimule. Votre aspiration à la connaissance, à la clarté, à une vision nette, sera naturelle et irrésistible. Vous chercherez une issue à ce brouillard pour saisir la réalité véritable. Il en va de même pour notre âme, dans le monde matériel. Elle est comme prisonnière des impressions sensibles, qui ne sont que des ombres et des reflets des véritables idées. Le monde que nous percevons par nos sens est changeant, inconstant, et par conséquent, la connaissance qui se fonde uniquement sur lui sera peu fiable et fluctuante. Platon nommait ce type de savoir l'opinion ou la conjecture, en grec doxa. Ce n'est pas la connaissance véritable, car elle peut changer, être erronée. En revanche, la connaissance véritable, en grec épistémé pour Platon, c'est la connaissance des idées. Ce savoir n'est ni fortuit ni subjectif, il est objectif, immuable et éternel, car son objet, ce sont les idées éternelles et immuables. Lorsque nous connaissons l'idée du cercle, nous ne connaissons pas un simple cercle concret, mais son essence parfaite et universelle, qui existe indépendamment du fait qu'il soit dessiné ou non. Le but de la connaissance philosophique est donc de sortir des limites du monde sensible et de s'élever jusqu'au monde des idées. Ce n'est pas un voyage physique, mais une ascension intellectuelle et spirituelle. Ce chemin exige des efforts, une discipline de l'esprit et un renoncement aux illusions. Platon croyait que notre âme possède une capacité innée pour cela, puisqu'elle a déjà contemplé les idées autrefois. Comment donc se déroule cette ascension? Le point de départ des impressions sensibles. À première vue, cela peut sembler contradictoire, mais Platon ne rejetait pas complètement le monde sensible. Il en est le point de départ. Lorsque nous voyons de nombreux objets beaux, nous commençons à remarquer qu'ils ont tous quelque chose en commun, la beauté. Cela nous incite à la réflexion, à la généralisation. L'élévation vers les concepts et les généralisations, des choses belles et concrètes. Nous nous élevons au concept général de la beauté. Des actes justes et particuliers, au concept de la justice. Ce sont les premiers pas sur le chemin de la connaissance des idées. L'usage de l'intellect et de la dialectique, l'instrument le plus important pour saisir les idées, est l'intellect, nous, et la dialectique. La dialectique pour Platon est l'art de mener une conversation, de poser des questions et de donner des réponses, ce qui conduit à la découverte de la vérité par la mise en évidence des contradictions et leur dépassement. Cela nous permet de purifier nos pensées des erreurs, de rejeter les fausses représentations et de nous approcher de l'essence pure des choses. C'est comme polir un miroir pour qu'il reflète la lumière le plus clairement possible. La contemplation des idées, le but suprême est la contemplation directe des idées. C'est un moment d'illumination où l'âme, libérée du fardeau du corps et des illusions sensibles, voit directement les idées. Ce n'est pas une vision avec les yeux, mais une vision intellectuelle, une saisie intuitive de l'essence des choses. À cet instant, l'âme se ressouvient de ce qu'elle savait déjà. Cette aspiration à la connaissance n'est pas un simple exercice intellectuel. Elle a une profonde dimension morale. Platon croyait que celui qui connaît l'idée du bien aspirera nécessairement à vivre en accord avec elle. La connaissance véritable et la vertu sont indissociablement liées. Celui qui sait ce qu'est le bien ne peut commettre le mal, car la vérité illumine le bon chemin. C'est comme une personne qui voit la sortie d'un labyrinthe obscur. Elle ne restera pas consciemment dans les ténèbres. Le philosophe, selon Platon, est celui qui accomplit ce chemin d'ascension. Il n'aime pas seulement la sagesse, la philosophie et l'amour de la sagesse, mais il y aspire activement à la connaissance véritable et immuable. Une telle personne, ayant saisi les idées supérieures, devient capable de se gouverner non seulement elle-même, mais aussi la société, car elle comprend ce qu'est le bien authentique pour tous. C'est là l'essence de son idée des philosophes rois. Le but de la connaissance pour Platon n'était pas seulement l'illumination personnelle, mais aussi le bien public. Le dirigeant sage, qui a saisi l'idée du bien, sait comment construire un État juste, où chacun occupera sa place et remplira ses fonctions pour le bien de l'ensemble. Lorsque nous fermons les yeux,
En réfléchissant à ce but de la connaissance, nous pouvons ressentir l'immense potentiel qui se cache en chaque être humain. Nous ne sommes pas de simples corps existants, nous sommes des êtres dotés d'une âme immortelle qui aspire à la vérité et à la perfection. Cette aspiration est l'essence la plus profonde de notre être. Et chaque pas sur le chemin de la connaissance est un pas vers plus de clarté, plus d'harmonie, vers le retour à ce monde supérieur d'où provient notre âme. C'est comme si nous résolvions un grand mystère qui nous permet de voir le monde sous sa vraie lumière et non plus seulement dans ses ombres. Nous avons accompli un profond voyage dans le monde de la pensée platonicienne. Nous avons exploré la nature changeante de notre monde sensible, découvert l'existence des idées éternelles et parfaites qui résident dans leur propre sphère, appris leur hiérarchie avec à sa tête la suprême idée du bien, et pris conscience que notre âme est ce pont qui nous relie à cette réalité supérieure, aspirant à sa connaissance. Maintenant que ces concepts se sont doucement déposés dans notre esprit, le moment est venu pour des réflexions apaisantes sur la perfection éternelle et son influence sur notre sentiment intérieur d'harmonie. Dans le monde qui nous entoure règne un mouvement constant. Le temps s'écoule sans cesse, apportant des changements, le vieillissement, la disparition. Tout ce qui naît a une fin. Cette fugacité peut parfois susciter un sentiment d'incertitude, voire d'anxiété. Nous aspirons à la stabilité, à quelque chose d'immuable sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et c'est précisément là que le concept platonicien de la perfection éternelle du monde des idées nous offre une paix profonde. Imaginez une mer agitée. Les vagues se brisent sans relâche sur le rivage, l'eau est en mouvement perpétuel, changeant d'aspect. Mais sous cette surface tumultueuse, dans les profondeurs, existe un espace immuable et tranquille. Là au fond on ne sent pas le vent, on n'entend pas le bruit des vagues. Là règne un silence et une quiétude éternelle. Le monde des idées pour Platon est précisément cette profondeur, le fondement immuable, paisible et éternel sous la surface agitée de notre monde matériel. Comprendre qu'il existe une sphère de perfection absolue, que toutes les vérités, toutes les valeurs, toutes les essences véritables se trouvent dans un état d'être éternel et immuable, procure un extraordinaire sentiment de stabilité. Cela signifie que, malgré tous les changements et le chaos que nous pouvons observer dans la vie quotidienne, il existe un fondement qui est inébranlable. La beauté éternelle, si une fleur se fane et qu'un tableau se ternit, l'idée de la beauté demeure éternelle et immuable. Cela signifie que la vraie beauté ne disparaît jamais. Elle ne peut simplement pas être pleinement incarnée dans notre monde temporaire. Le savoir de cela donne de l'espoir et permet de voir les reflets de cette beauté éternelle dans chacune de ses manifestations, même la plus infime. Cela aide à apprécier l'instant, en réalisant qu'il fait partie de quelque chose de plus grand. La vérité éternelle, si nos connaissances peuvent changer et nos opinions se révéler fausses, l'idée de la vérité, qui est illuminée par l'idée du bien, est inébranlable. Cela signifie que la vérité existe objectivement, indépendamment de nos représentations. Elle attend d'être découverte, et notre aspiration à la connaissance est une aspiration à nous approcher de cette vérité éternelle. Cela libère de la peur de se tromper, car la vérité elle-même ne dépend pas de nos erreurs. Le bien éternel, s'il existe dans le monde le mal, l'injustice et la souffrance, l'idée du bien demeure éternelle et immuable. Cela signifie que le bien absolu existe, et qu'il est la fin ultime de toute chose. Nos aspirations morales, notre désir de faire le bien, sont l'écho de cette idée suprême. Cela donne un sens à la lutte pour la justice et à la poursuite d'actes nobles, sachant que nous aspirons à quelque chose qui existe objectivement. Ces réflexions sur la perfection éternelle nous aident à regarder notre propre vie différemment. Nos épreuves personnelles, nos joies et nos peines font partie du monde fugace. Mais notre âme, qui est une parcelle d'éternité, a accès à l'immuable. Cette prise de conscience peut réduire l'anxiété face à l'inconnu, car il existe un ordre supérieur qui régit tout.
Lorsque nous acceptons la pensée de Platon selon laquelle l'âme a séjourné dans le monde des idées avant la naissance et que la connaissance est une réminiscence, nous comprenons qu'un savoir profond est déjà ancré en nous. Nous n'avons pas besoin de le chercher bien loin. Il suffit d'apprendre à écouter la voix de notre âme, de la purifier des illusions et de lui permettre de se souvenir. Cela procure un sentiment de force intérieure et de confiance. La philosophie platonicienne ne propose pas de simples exercices intellectuels, mais un chemin vers l'harmonie. Elle montre que l'harmonie dans l'âme, lorsque la partie rationnelle gouverne la partie volontaire et la partie passionnée, est le reflet de l'harmonie dans le monde des idées. L'aspiration à cette harmonie intérieure est l'aspiration au bonheur véritable, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui provient de l'accord avec l'ordre supérieur de l'être. Ressentez comment ces pensées vous emplissent de calme. Imaginez que vous faites partie d'une grande et majestueuse tapisserie. Chaque fil est votre vie, vos événements, vos émotions. La tapisserie elle-même est éphémère, elle peut s'user. Mais il y a le motif éternel et immuable de cette tapisserie, son schéma idéal, qui existe en dehors du temps et de l'espace. Ce motif, c'est le monde des idées, qui donne un sens à chaque fil, à chaque couleur. Lorsque nous fermons les yeux, en laissant ce concept de perfection éternelle emplir doucement notre esprit, nous pouvons sentir la tension se dissiper. Tout ce qui semble complexe et insoluble dans notre monde a sa réponse dans le monde des idées. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à notre vie. Au contraire, cela nous donne un sens plus profond et un repère. C'est comme avoir une boussole fiable entre les mains qui indique toujours le nord véritable, où que nous soyons. Ces réflexions peuvent être une agréable conclusion à la journée. Elles nous rappellent que derrière toute la fugacité visible, il existe quelque chose d'éternel, quelque chose de parfait, quelque chose qui est toujours. Et notre âme a un lien avec cette perfection. Cette pensée procure un sentiment de quiétude, de sécurité et de sens profond, nous aidant à nous endormir avec un sentiment d'harmonie et d'espérance.